pas vu. Nous retrouvons dans ce deuxième épisode de Petits secrets entre historiens dans une ville j'ai nommée de renom. Une ville française qui comporte le plus de monuments historiques en Europe, la première ville touristique au monde, appelée ville de l'amour, ville du vin ou encore ville des métros, j'ai nommé Paris. Nous retrouvons ici pour un épisode sur les histoires et les secrets qui regorgent dans la capitale française. Plus de 2 millions d'habitants, 14 lignes de métro et presque autant de RER. Paris est une ville très grande, dans laquelle il y a beaucoup de monuments à visiter, beaucoup d'histoires à décortiquer. Nous allons tout de suite nous retrouver vers le jardin des Tuileries. Nous sommes ici devant le jardin des Tuileries, que nous parcourons depuis bientôt 40 minutes. Pourquoi est-ce que nous parcourons ainsi depuis 40 minutes? Car il n'y a qu'une entrée qui n'est pas si près que ça de nous. Donc nous allons y aller et nous nous y retrouvons à l'intérieur. Et donc nous sommes donc ici au jardin des Tuileries. Comme nous l'avons expériencé avec mon équipe, trop de soleil, on demande un peu moins de soleil et le soleil disparaît. Dans le métro tout à l'heure, nous avons pu constater, on demande un peu de musique parce qu'il n'y a pas de musique dans le métro parisien, de la musique se met à tourner. Pourquoi? Parce que Paris est une ville qui écoute ses habitants et surtout ses touristes. Car en effet, Paris ne tourne financièrement parlant avec plus de la moitié des revenus qui viennent des touristes. Car c'est une des villes les plus touristiques au monde, avec tous ces grands monuments que nous avons pu voir, tels que la place de la Concorde, la Tour Eiffel ou, comme nous sommes ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, au parc des Tuileries. Nous sommes donc au jardin des Tuileries, qui est un point très stratégique à Paris, car comme je l'ai dit, Paris très touristique, connu pour tous ces beaux monuments et ces attractions que nous pouvons visiter. Comme nous pouvons le voir tout là-bas, la Tour Eiffel, que nous voyons depuis le jardin des Tuileries. À gauche, l'église Sainte-Catherine qui donne aussi son nom à la rue des Bars à Lyon. Un peu sur votre gauche, nous avons un bâtiment très connu qui comporte l'horloge qui donne la vraie heure. Toutes les heures sont basées sur cette horloge qu'on peut voir à travers les arbres. Et sinon, continuons notre petit tour. Nous avons juste ici le musée du Louvre. Mais est-ce que ces monuments sont aussi intéressants que le parc des Tuileries? Je ne pense pas. Première action, ça tourne. Paris, comme je le disais, qui est un endroit très touristique. Si vous regardez un petit peu autour de moi, dans tout le parc des Tuileries et même de l'autre côté vers le Louvre, où on peut l'imaginer à la Tour Eiffel, beaucoup de monde, beaucoup de touristes, beaucoup d'habitants qui viennent prendre l'air en cette journée ensoleillée, comme le confirme mon assistante ici et ses lunettes de soleil. Il faut ce qu'il faut. Voilà. Donc parc des Tuileries, me direz-vous, un parc qui regorge de beaucoup d'histoires. D'où tire-t-il son nom, ce fameux palais des Tuileries qui est donc raccordé au jardin des Tuileries? Moi je vais vous le dire. Donc notre bon roi et notre bonne élève. Waouh! Regardez cet animal! J'ai jamais vu une bête aussi laide. Oh non! J'ai l'impression que la bête m'a entendu. Heureusement, la bête n'a pas l'air très futée. Je vais me rapprocher de son visage très lentement pour passer pour un insecte. C'est impressionnant. Regardez cette bête. De près, elle est encore plus laide. Je vais couper ma caméra. C'est trop compliqué à regarder. Quand ils ont compris que la révolution commençait et que le peuple venait pour leur couper la tête. Donc, comme je disais, palais des Tuileries, qui donc c'était 18e siècle, quand le roi et la reine ont donc fui, enfin même toute la famille royale, a fui le château où ils résidaient finalement, quand la révolution a commencé et que le peuple voulait leur couper la tête qui a d'ailleurs été coupée place de la Concorde, que nous pouvons très vaguement apercevoir de l'autre côté des jardins. Ils ont fui et sont réfugiés dans ce palais qui ne s'appelait pas le palais des Tuileries à l'époque. Mais ce palais qui a été incendié par les révolutionnaires a donc perdu tout son toit et donc toutes ces tuiles. C'est pour ça qu'il n'y a plus de tuiles sur le bâtiment. On peut le voir ici, c'est de la ferraille pour mieux tenir en cas de nouvelle révolution finalement. Mais donc le palais a été incendié et toutes les tuiles sont tombées. Et c'est comme ça que le jardin car c'était le jardin qui était associé au palais, que le jardin est devenu le jardin des Tuileries. Alors donc le jardin des Tuileries, donc, très connu pour avoir, plutôt le
palais pour avoir accueilli donc, le roi et la reine avant d'être incendié, n'est pas connu que pour ça. Hein. Il a gardé sa notoriété pour d'autres raisons bien encore. Une des plus connues est bien sûr le vilain Akumatizé que Ladybug et Chat Noir ont combattu sur cette allée même, qui était en fait, donc Akumatizé, c'était la mère de la petite copine Kagami, d'Adrien, même si on voudrait tous qu'Adrien remarque enfin Marinette ce qu'ils ont fait dans la dernière saison, malgré que ils aient inversé le carré amoureux. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et ce qui est très intéressant aussi au Jardin des Tuileries, c'est bien l'aspect géologique qu'on peut retrouver sur les sols. Je vous laisse tout de suite pour le flash géologie avec notre expert. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ici on est sur une terre battue, non pas une terre battue comme à Roland Garros pour jouer au tennis, mais une terre battue bien par les milliers de passages de pieds des touristes parisiens et non parisiens. On est sur une terre battue pas mal pour la pétanque, quoique un peu mouillée. Donc on va rester sur de la chaussure Reebok pour marcher dessus, c'est pas mal. Après on a une petite herbe pareil, également très sèche, parce qu'à Paris il ne pleut plus depuis bien des années. Après il y a des marguerites qui poussent, mais voilà, bonne terre. Bonne herbe, de qualité. J'ai une pâquerette. Des toits brûlés, des têtes décapitées, les architectes en ont profité pour reconstruire tout autour du musée du Louvre et sur le palais des Tuileries que nous connaissons si bien, un toit en ferraille pour en profiter, pour en rajouter un étage, comme on peut voir avec les fenêtres qui surplombent le bâtiment, qui ne sont pas dans la même matière que le bâtiment juste en dessous. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Madame l'experte, sur ce quartier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Le quartier des Tuileries, mondialement connu pour son parc national rempli de verdure et de touristes à chaque saison de l'année. Des saisons insupportables pour nos amis les Parisiens, qui se voient envahir par les touristes. Cependant, ça n'en perd pas son charme. Un quartier fortement verduré. Et donc juste derrière vous se trouve une authentique devanture du Louvre qui date de l'époque. Comme on peut le voir, la photo aussi. La photo avait été prise à l'époque. Photo qui donc a bien sûr été un petit peu repixelisée, recolorée, remasterisée pour être présentable finalement sur un des murs du Louvre. Louvre qui est un musée de grande renommée à Paris. Il regorge de très belles œuvres d'art dont on pourrait parler pendant un épisode entier. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ici voilà une représentation de ce qui s'est passé dans cette période en 1789. Presque, Cléo. C'était presque. Le palais des Tuileries a brûlé, comme on peut le voir dans cette représentation. Bien plus solide que le toit en tuiles qu'on avait avant. Voilà. Moi j'ai travaillé sur ce projet de reconstitution des dates de ce qui s'est passé à Paris ici. Place du Louvre. Place du Louvre qui tire son nom évidemment du musée. Attends. Nous arrivons sur la place du Louvre que nous pouvons voir en fait tout autour de nous, à part donc là-bas le fameux palais des Tuileries. Et donc juste ici la devanture authentique du musée. Et donc devant nous l'entièreté de cette beauté architecturale. Et hop, mode portrait. Beauté architecturale qui contient la très fameuse et renommée pyramide du Louvre. Donc on peut voir, comme j'ai dit, donc la très fameuse pyramide du Louvre. Voilà. Alors il est vrai que donc moi je suis venue pour cette émission à Paris, mais je m'imaginais un peu plus grande, non? Celle à droite, elle est alors elle est là, donc c'est du décor quoi. C'est pas. Ouais, celle-là c'est du carton. Elle a été exposée là, mais voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est celle sous lequel on retrouve la Joconde. C'est bien celle qui est à gauche. Voilà, on voit légèrement derrière les haies. Donc ce qu'on peut voir devant nous cette allée sont tous les touristes qui font des photos blagues dans lesquelles ils tiennent le Louvre par le haut ou par le bas, comme l'a fait mon cher expert en biologie et en économie. Oui. Enchanté. Hercule. Hercule Poirot. Putain, mais je leur avais dit de pas me mettre là-bas. Mais regardez-moi ça, ils ont mis l'affiche. C'était de ce côté qu'il fallait la mettre, pas du tout là. J'avais dit est, pas ouest. Voilà, donc nous sommes ici donc sur l'ancien cimetière de la place du Louvre. Cimetière donc, qui a été déplacé il y a à peu près 3 siècles. Oh. Pour Elles sont en deuil là. partir au cimetière de Montmartre. Alors pourquoi il a été déplacé, vous me direz?
qu'en effet, avoir un cimetière en plein milieu Il court du entre musée le du Louvre. cimetière. Non, parce que le musée du Louvre, c'était, ça reste quand même un monument depuis des années déjà. Et donc avoir un cimetière, c'était pas le truc le plus hygiénique. Et donc c'est vrai que au XVIIIe siècle, quand ça a commencé à repenser un peu la médecine, avoir un cimetière au milieu du passage avait été, c'était pas forcément l'idée du siècle, hein. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont changé, bougé, et ils ont érigé ces structures sur les pierres. Donc, alors les pavés ne datent absolument pas de là, mais ces structures datent de l'époque où ils ont bougé ces pierres pour rappeler un petit peu donc chaque tombe et faire un petit peu cette forme. Si on regarde bien, de nuit avec les yeux un petit peu plissés, une croix, Ah ouais. la croix de Jesus. C'est où parce que il roule à droite le métro ici. Et nous nous retrouvons ici dans un des plus grands monuments de Paris, le Tasty Chicken. Un restaurant gastronomique. Nous retrouverons les saveurs du poulet avec le Chicken Tasty. Écoute Zoé, je t'envoie cette vidéo depuis un lieu cultissime à Paris. J'ai nommé la boulangerie Miraculous. On vient de monter. 45 étages. On vient de monter les pentes de la Croix-Rousse à Paris. Je savais pas qu'elle était là. Alors là-bas, juste que vous voyez à gauche, c'est pas du tout la tour Eiffel, c'est la tour de télévision lyonnaise. Parce qu'on est à Lyon. Et oui. Paris et Lyon sont deux villes qui sont très proches économiquement et politiquement parlant. Alors voilà, donc Annonay, Paris, deux villes à prestance très similaires finalement, si je peux me permettre. Voilà, comme on peut voir avec ça. Bah non, ils connaissent pas encore le métal. On passe au phare de Paris, un phare qui est très intéressant ici parce qu'il y a très longtemps, Paris, il y a dans les années 100, personne qui habite aujourd'hui ni habitait à l'époque, était donc recouvert d'eau. Il y avait très peu, oui, la France, mais ça ne s'appelait pas Paris encore à l'époque. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Lucrèce. Toute la France en fait était submergée à part les points les plus hauts, donc c'était une espèce de parsemement d'îles. Et donc ici, donc il se trouve que c'était un des seuls endroits avec la butte de Montmartre qui n'était pas submergé par l'eau. Lucrèce, qui dépassait légèrement, était donc déjà en fait un centre métropolitain. Et donc ils ont érigé un phare pour mener les bateaux parce que le seul moyen de se déplacer à l'époque c'était bien évidemment les bateaux. Donc le niveau de la mer a baissé, la France a émergé dessous la mer et le phare a été conservé et donc les bâtiments ont été construits autour de ce phare qui est devenu un rond-point et qui donc on peut le voir avec sa couleur très particulière a subi la rouille, mais la rouille en état supérieur à celui qu'on connaît simplement rouge parce que scientifiquement, ma collègue ici du CNRS peut vous le confirmer. La rouille, après être rouge, devient bleue. Et nous voici dans un des quartiers les plus huppés de Paris. En effet, ce n'est pas connu pour cette allée d'arbres qui a vu se passer les balades en calèche. C'est pas non plus connu pour ces bâtiments qui sont d'époque avec encore quelques gravures comme vous pouvez les voir. Époque haussmannienne, ça. Pour ces serres qui regorgent des fruits et légumes dont se nourrissent les Parisiens. Mais bien, pour si nous nous approchons un petit peu, la fameuse tour Eiffel. Je la vois pas. Donc, comme je le disais, la tour Eiffel. Voilà, monument aussi très prisé par les touristes, tout comme la pyramide du Louvre, qui vont essayer de l'attraper comme ceci. Voilà, l'angle doit sûrement être très mauvais car nous n'avons pas répété cette scène. Et donc voilà, tour Eiffel qui voilà un petit peu la La tour Eiffel, elle fut construite après un temps record de 2 ans, 2 mois et 5 jours par Gustave Eiffel et elle fut achetée le 31 mars 1889. C'est une tour érigée en ferraille, du bas en haut, elle comporte 3 étages qui sont montables par un ascenseur bondé ou à pied, de manière à se fatiguer les jambes pendant un millier de marches, si je ne dis pas de bêtises.
Je n'en dis jamais. Wikipédia dit pas de bêtises. Donc elle a été créée pour la première exposition universelle, la même qui a été l'occasion de créer la toute première ligne du métro parisien que nous fréquentons depuis tout à l'heure pour créer pour vous cette émission Petit secret entre historiens. La tour Eiffel, qu'est-ce qu'on peut dire dessus finalement? C'est la grandeur française. C'est la dame de fer. C'est la dame de fer de Paris, de la France. La reine. La reine, la fameuse. L'élégance. L'élégance À la française. L'élégance à la française. Donc elle a été construite et donc designée par Gustave Eiffel. Gustave Eiffel qui a construit bien d'autres monuments. Comme quoi? Comme la Statue de la Liberté. Statue de la Liberté qui a été offerte aux États-Unis en gage de paix. Il a en effet designé l'intérieur de la Statue de la Liberté. Ah oui, c'est vraiment vrai. Gustave Eiffel est celui qui a fait les dessins de l'intérieur de la Statue de la Liberté. Il avait un co-constructeur sur cette statue, c'était Bartholdi qui a aussi construit une fontaine qui est à Lyon. Donc quand je vous disais que Lyon et Paris étaient deux villes qui étaient très proches politiquement parlant, c'est aussi deux villes très proches artistiquement parlant. Parce que Eiffel et Bartholdi, donc Eiffel qui nous a fait Notre-Dame de Fer à Paris, et Bartholdi qui a fait la fameuse fontaine Bartholdi à Lyon, mais ça nous en reparlerons pour l'épisode sur Lyon, se sont unis, voilà, et Bartholdi a fait donc l'extérieur de la Statue de la Liberté, tandis qu'Eiffel a fait l'intérieur, et la France l'a offert en gage de paix aux États-Unis. Je vous laisse avancer avec moi. Après, faut parler quand même de cette création de la tour Eiffel. Ça n'a quand même pas été si facile que ça. Il y a des ouvriers qui sont morts, des centaines d'ouvriers. Et on n'en voulait pas de cette dame de fer. Pendant très longtemps, on a dit non, on n'en veut pas. Au final, aujourd'hui, comme disait Cléo, c'est le symbole français. C'est le symbole français, personne ne s'en séparera ici. Et nous avons aujourd'hui avec nous pour commenter cette émission une experte locale. Dounia. Oui. Nous parlerons maintenant de Eiffela, la fille de la tour Eiffel, bien récemment morte. Démantelée. Avril. Oui. Elle aura passé 10 jours ici. C'est plutôt pas mal. On entendait ces petits pleurs comme ça dans la ville. Je peux encore les entendre. Les gens la piétinaient d'ailleurs. Ils prenaient leurs clés comme ça dans le sable. Et ils la jetaient l'histoire. Voilà comment elle est morte. À jamais dans notre cœur, Eiffel. De l'autre côté de la tour Eiffel, voilà, sous ses quatre pattes de fer, nous observons un monument, un édifice qui lui marqua l'histoire. Quand Papillombre acclimatiza Queen qui devient Queen Wasp et qui fait en sorte que tous les porteurs de Miraculous reviennent avec leur bracelet, ce qui fait que Papillombre eut une armée de porteurs de bijoux Miraculous et de porteurs de Kwami juste là-bas quoi. Et c'est aussi là-bas que Marinette a failli avouer à Adrien qu'elle l'aimait. Dans l'épisode Chat Blanc. Enfin qu'elle l'a dit, c'est parti. Et nous nous retrouvons ici au Pop-Up, un bar emblématique de Paris qui est devenu une salle de spectacle où vous observer des concerts des artistes les plus prestigieux de Paris. Voilà. Et du monde entier. Voilà. Le public du bar contient essentiellement des femmes et des gays. La seule qui fait de l'histoire ici, c'est moi. Et je peux vous dire, elle a tout juste. Elle voit tout. Elle voit clair dans le passé. Elle a une analyse pas commune, tu vois. Nous, elle voit clair dans le passé. Elle est visionnaire, mais du passé. Je trouve ça incroyable.